bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc on va vous expliquer ce que sont les MAPA. Donc MAPA, ça veut dire Most Affected People on Area, et c'est globalement donc les gens qui sont les plus touchés, les gens et les lieux qui sont les plus touchés par le changement climatique. Ce qu'on constate aussi, c'est que souvent ces MAPA, c'est les moins responsables du changement climatique, c'est aussi les moins résilients et les moins préparés face au changement climatique, et c'est aussi les lieux dans lesquels les activistes vont être les plus réprimés et les moins à même de faire entendre leurs droits et se battre contre le réchauffement climatique. Donc on va commencer par un tour d'horizon de où se situent les MAPA. Globalement, on voit qu'ils sont surtout en Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, et en Asie du Sud et Asie océanique, ainsi que en Afrique du Sud occidentale, en Amérique du Sud occidentale, pardon. Et on voit que les continents les moins à risque, c'est l'Europe et l'Amérique du Nord. Oui, du coup, donc les MAPA finalement sont des pays qui sont minoritaires en termes de nombre dans le monde, mais ça représenterait quand même à peu près 26% des pays qui font face à un risque climatique élevé ou très élevé, selon donc l'Institute for Economic and Peace, qui a fait un calcul là-dessus. Et les 30 pays les plus vulnérables face au dérèglement climatique, ils hébergent 1,26 milliard d'êtres humains, ce qui fait à peu près 16% de la population mondiale, ce qui finalement n'est pas rien. Donc on peut voir que ces pays en général, ils font face à la fois à une forte menace au niveau du risque climatique, et puis à une faible capacité de résilience socio-économique. En effet, les données qui sont données par ces deux cartes qu'on vient de voir, c'est des données qui représentent des indices qui sont calculés donc soit par l'Institute for Economic and Peace pour la première carte, soit par l'Université de Notre-Dame aux États-Unis pour la seconde, et qui prennent en compte ces deux facteurs, à la fois la menace écologique et puis la capacité de résilience des pays. Donc par exemple, les pays qui sont les plus touchés, on peut voir que on a tout en bas du classement cette année, du classement de l'Université de Notre-Dame, on a le Tchad, on a la République centrafricaine, l'Érythrée ou la Guinée-Bissau. Un peu plus haut, on retrouve des îles qui sont très présentes dans le bas du classement, comme à Haïti ou Madagascar. Et puis ensuite des pays plus d'Asie globalement du Sud, que peuvent être le Bangladesh, le Pakistan ou encore des pays comme la Bolivie. Et donc parmi les 15 plus à risque, on retrouve l'Afghanistan, le Niger, Madagascar, le Burundi, Pakistan, Népal ou encore les Philippines, selon notamment là du coup les informations de l'Institute for Economic and Peace en 2021. Donc, comme je le disais, l'un des facteurs les plus importants un facteur qui importe dans ce calcul-là des pays les plus à risque, c'est le facteur de résilience. Et donc, on peut avoir des classements qui vont être différents si on prenait uniquement un classement qui montrerait uniquement le risque climatique. Et un exemple très concret pour illustrer ce phénomène, c'est par exemple la comparaison du cas du Japon et de Haïti. Ce sont deux pays qui ont subi des désastres similaires entre 2010 et 2011, qui ont fait face à des tremblements de terre. Haïti, en 2010, a subi un tremblement de terre de magnitude 7, dont les conséquences ont été catastrophique, 200 000 personnes qui sont décédées, 15 000 personnes déplacées et une latence très importante des institutions pour aider les personnes à finalement retrouver un lieu de vie, de nombreux pillages et une grande instabilité qui s'est instaurée, en tout cas dans les zones qui étaient touchées. En 2011, le Japon a subi un séisme dont on se souvient tous, de magnitude 9, qui a causé la crise au niveau de la centrale nucléaire de Fukushima, qui a créé donc en plus un accident nucléaire qui est l'un des plus importants de l'histoire. Donc sur l'échelle internationale des événements nucléaires, il se classe à 7 sur 7. Et le bilan de ces deux choses cumulées, le séisme et l'accident nucléaire, c'est 15 000 morts, quasiment, enfin en tout cas très peu de personnes déplacées.
Et puis un nombre de personnes irradiées qui est considéré comme extrêmement faible selon l'OMS, autant au Japon que dans le reste du monde. Et donc la principale différence entre ces pays, c'est bien sûr la capacité de résilience des pays, la capacité des institutions à lutter contre la pauvreté, à proposer des relogements, en tout cas à permettre aux gens qui sont touchés par les crises, non seulement de mieux résister, mais en plus de pouvoir trouver des solutions lorsqu'ils sont touchés. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que du coup, les MAPA, c'est très généralement les pays qui sont les moins émetteurs de gaz à effet de serre, donc les moins responsables de la crise climatique. Donc on va commencer par voir quels sont les principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre aujourd'hui. On distingue que globalement, il y a 3 grandes régions qui sont les plus émettrices de gaz à effet de serre dans le monde. Donc on a l'Asie en tête avec plus de 18 000 mégatonnes de CO2 par an. L'Amérique du Nord et l'Europe qui sont toutes les deux à autour de 6 000 mégatonnes de CO2 par an. Faut nuancer un peu ça parce que la Chine représente à elle seule 11 000 des 18 000 mégatonnes de CO2 qui sont émises en Asie. Donc on voit quand même que voilà, il y a 3 grands pôles qui sont les plus responsables aujourd'hui de l'aggravation du réchauffement climatique. Et si on regarde à un niveau historique, donc en 1990, quels étaient les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, on retrouve aussi ces 3 mêmes grands pôles d'émissions, avec cette fois l'Europe en tête avec autour des 8000 mégatonnes de CO2 par an. Et suivi de l'Amérique du Nord et de l'Asie qui sont toutes les deux autour de 5000 mégatonnes de CO2 par an. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, depuis 1990 et toujours aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne et l'Océanie émettent des quantités de CO2 qui sont négligeables par rapport à ce qui est émis par ces 3 grands pôles. Donc on tourne autour de 788 mégatonnes de CO2 cumulées pour ces 2 régions en 1990 et on est autour des 856 mégatonnes de CO2 par an aujourd'hui. Ce qu'on constate, c'est ce qu'il faut ajouter à ces données, c'est combien d'émissions de CO2 sont émises par habitant, parce que c'est quand même vachement plus parlant de voir combien émet une personne dans un pays plutôt que ce qu'émet un pays, ce qui ne veut pas dire grand-chose quand on compare un pays comme la Chine qui a 1 milliard d'habitants et des pays de taille beaucoup plus faible. Donc, ce qu'on constate là encore, c'est que on a l'Europe et l'Amérique du Nord qui sont les plus grands émetteurs de CO2 par habitant. Donc, si on veut comparer à la Chine, qui était de loin le plus gros émetteur de CO2 quand on regarde au niveau global, on voit que par habitant, les États-Unis émettent 3 fois plus de CO2 que la Chine et l'Europe plus d'1,5 fois plus. Même que l'Asie en l'occurrence, hein, l'Asie entière. Oui. Et en plus, ce qu'il faut ajouter à ces chiffres, c'est que selon l'INSEE, 92,5% des équipements électriques, électroniques et informatiques qu'on utilise en France ne sont pas produits en France et sont importés, dont une grande partie provient de Chine. Donc il faut encore plutôt que de regarder les émissions de CO2 par habitant qui prennent pas en compte toutes ces émissions dites importées, c'est vachement plus parlant de regarder les émissions de carbone par tête. Et donc là, ce qu'on peut constater, c'est que encore une fois, on constate que l'Europe, les États-Unis et dans une moindre mesure l'Asie sont les plus grands émetteurs de CO2, donc les plus grands responsables de la crise climatique. L'Université d'York et la Footprint Data Foundation qui ont calculé grosso modo combien de fois la capacité de régénération des ressources naturelles terrestres il faudrait pour que le mode de vie des différents peuples soit soutenable. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que pour les habitants de l'Union européenne, il faudrait 2,9 terres pour que notre mode de vie soit soutenable, pour que si l'ensemble de l'humanité avait les mêmes comportements que ceux qu'ont l'Europe,
il faudrait presque 3 terres pour que ce mode de vie soit soutenable. On est à 4,1 terres pour l'Amérique du Nord et seulement 1,9 terres pour le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Et quand on regarde l'Afrique, on est plus qu'à 0,8 terres nécessaires pour que ce mode de vie soit soutenable. Donc ce qu'on peut voir, c'est que il y a une responsabilité qui est beaucoup plus forte des pays dits du Nord économique par rapport aux pays du Sud, et que donc les MAPA, en plus d'être les pays qui vont être les plus affectés par le réchauffement climatique, et ben c'est aussi les moins responsables de ce réchauffement climatique, et donc par conséquent ceux qui ont le moins de prise sur comment le freiner et comment lutter contre. Alors après toutes ces données un peu, on a donné beaucoup de chiffres, beaucoup de on va essayer de se concentrer un peu sur un cas un peu plus concret. On va prendre l'exemple des Philippines. Donc les Philippines, c'est un pays qui a été classé comme le plus à risque pour le réchauffement climatique selon l'Institute for Economic and Peace en 2019. Ça a changé, c'est devenu l'Afghanistan en 2021 pour eux. Mais voilà, ça c'est dû à d'autres facteurs. Ce qui se passe, donc les Philippines, c'est un pays qui est composé de plus de 7500 îles, donc qui finalement se retrouve très vulnérable à tout un tas d'événements climatiques extrêmes. Et il y a 3 éléments climatiques extrêmes qui touchent particulièrement les Philippines, que sont donc les typhons. Les typhons, il y en a à peu près, selon Amnesty International, une vingtaine par an qui touchent les Philippines, de différentes intensités. Les 3 typhons les plus puissants ayant touché une partie du monde ont eu lieu aux Philippines dans les 10 dernières années. Donc c'est vraiment un pays qui est très touché. Et il s'agit là que d'un type de catastrophe naturelle. Si on regarde le nombre de catastrophes naturelles qui ont touché, par exemple, les Philippines sur les 20 dernières années, on est à 326 catastrophes naturelles. À titre de comparaison, en France, on est à peu près à 94 catastrophes naturelles sur les 20 dernières années. Donc ça, c'est un des risques, les typhons. On a un deuxième risque qui est la montée des eaux. Le pays serait particulièrement touché, et notamment la capitale Manille. Il y a une étude de Climate Central qui montre qu'il y a 150 millions de personnes en Asie du Sud-Est qui sont menacées par la montée des eaux d'ici 2050, et encore davantage d'ici 2100. Et enfin, la chute de la biodiversité marine, due notamment à l'acidification des océans. Les Philippines, il faut savoir que c'est le 8e pays qui pêche le plus dans le monde. C'est une partie très importante de leur alimentation, et donc la baisse de la biodiversité marine va être très dommageable, notamment pour la capacité des personnes de se nourrir. Alors on voulait pas faire uniquement un exposé où nous, personnes de pays du Nord, globalement avec une situation privilégiée, parlions. Du coup on est allé interviewer, alors par internet pour éviter de prendre l'avion notamment, on est allé interviewer des personnes qui vivent en particulier dans ces pays, et on a d'abord un premier témoignage qui nous vient justement d'une des personnes qui vit en Philippines, qui explique un peu sa situation aujourd'hui. Alors par contre on n'a pas de son, j'ai l'impression. But people like me in the Philippines and in the global south are the most affected areas. We know that the climate crisis is here. In the past 20 years, the Philippines has had the highest number of extreme weather events because of the climate crisis. The 3 strongest storm landfalls in recorded history all happened in the Philippines. What does this mean? It means that I grew up being afraid of drowning in my own bedroom. It means that I had to do my homework by the candlelight because there would be no electricity because of the raging typhoons outside. And with every loud bang of thunder that scares us in the night, it also pushes us forward. The Filipino youth, with the most marginalized sectors in society, are rising up and demanding for climate justice. Voilà, donc ça c'est une des personnes de Philippines qui nous a envoyé cette vidéo. Faut savoir qu'il y a souvent un autre facteur qui est très important dans les MAPA, c'est la question de la répression politique et la question de la capacité des militants et militantes à agir pour essayer de faire avancer les choses. Et donc on peut, par exemple, donc toujours en continuant sur ce cas des Philippines, il y a une répression politique qui est très forte, en particulier depuis l'élection de Rodrigo Duterte dans le pays.
Par exemple, en 2020, il y a une loi antiterroriste qui est passée, qui remplace l'ancienne Human Security Act de 2007. Et cette loi antiterroriste, elle crée un conseil antiterroriste dont les membres sont désignés par l'exécutif et qui a carte blanche pour faire arrêter et détenir 24 jours au plus toute personne soupçonnée de terrorisme dans le pays. Donc on voit que c'est une ouverture à l'arbitraire assez énorme. Ce conseil peut décider d'arrêter n'importe qui et de le garder en prison 24 jours du jour au lendemain, si ça leur fait plaisir. Sachant qu'en plus de ça, la définition légale du terrorisme qui va avec cette loi, elle est très vague. On peut voir que peut être définie comme terroriste toute personne qui, je cite la loi, causerait des dommages importants à un bien public, toute personne qui créerait une atmosphère ou diffuserait un message de peur, ou toute personne qui tenterait, par exemple, d'influencer par l'intimidation le gouvernement ou toute organisation internationale. Donc c'est vraiment un outil de répression politique réel qui est très important et qui ouvre une énorme porte à l'arbitraire. Et d'ailleurs, cette loi a été utilisée notamment contre des journalistes ou des militants des droits humains. Selon l'ONG Human Rights Watch et Amnesty International, notamment, on a le cas, par exemple, de Zara Alvarez et Randall Ekanis, qui ont tous les deux été assassinés en août 2020, après avoir été identifiés comme terroristes par le gouvernement Duterte, qui dresse une liste des personnes qui soupçonnent de terrorisme. Il y a une autre mesure qui est particulièrement parlante, c'est le dressage par ce gouvernement d'une liste rouge qui identifie les activistes et journalistes qui sont considérés comme participants à l'insurrection communiste dans le pays. Alors c'est vrai que c'est un phénomène réel, mais qui est souvent réutilisé pour arrêter les opposants politiques. Et elle a permis à Duterte, ou en tout cas de faire assassiner, sans vouloir dénoncer qui que ce soit, une trentaine d'activistes depuis quelques années. Et notamment Alvarez et Ekanis, dont on vient de parler, étaient tous deux identifiés sur cette Red List. Maintenant, j'aimerais bien aussi vous montrer une vidéo donc de Traoré Fousseni, qui est un militant au Mali et qui explique un peu ses conditions de militantisme justement au Mali et plus largement en Afrique subsaharienne. C'est pas du tout facile d'être un activiste en Afrique, plus précisément climat et écologie. C'est pas du tout facile. On est intimidé. J'étais en prison. Être activiste en Afrique, c'est de risquer sa vie. Je m'explique. Vous savez, en Afrique, les autorités, en général, quand tu marches, quand tu manifestes, ils pensent que tu manifestes contre eux. Dans leur tête, ils pensent qu'on est manipulé par l'opposition ou on est manipulé par, peu importe, voilà, d'autres personnes, alors que c'est faux et archi faux. Nous sommes des activistes écologistes. Nous demandons que la justice climatique. Un point, c'est tout. Mais les autorités, ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils pensent que nous sommes manipulés par l'autre. Raison pour laquelle les manifestations sont interdites en Afrique, dans beaucoup de pays africains. Pour le cas malien, pour manifester, souvent, on est obligé de prendre des salles. Imaginez des jeunes comme nous, la plupart c'est des étudiants, c'est des jeunes diplômés sans emploi, c'est des chômeurs. S'il faut à chaque manifestation qu'on prenne des salles pour manifester, pour faire notre frère des forfaitures, c'est pas facile, c'est coûteux. Mais souvent on défie les autorités, mais si on les défie après les manifestations, nous sommes arrêtés. Moi j'ai été arrêté plusieurs fois, même ma famille n'était pas au courant, parce que je me rappelle en 2019-2020, lors de la journée mondiale, grève mondiale pour le climat, j'ai fait sortir des jeunes pour aller manifester devant les différentes ambassades. Voilà, donc ça c'était un peu sur la question de la répression politique. Et ensuite on voulait aussi mettre d'autres témoignages de personnes, en tout cas qui sont sur place. On a une personne qui est en Uruguay, une personne qui est en Turquie, à nouveau une personne, donc à nouveau Traoré qui est au Mali. Je vous laisse écouter ça rapidement. When I was a little kid, I was in the countryside with my parents. We were at a house that has a river in the backyard, and we were trapped there because of the floods. We were trapped because there was another river in the front of the house at the door, and
it was really stressing situation because I thought that I was going to die because it's really incredible how nature works and also how it could be really dangerous to be. Last year, my university had to close for some days during the hurricane season because a hurricane hit the city and it was paralyzed. My teachers didn't have power to give us online classes. In the same year, my grandmother had to move from her house for some days because the rain was too much. Her house flooded and also her neighborhood. She lives in the south of Mexico near the rainforest. In my case, my house flooded this year and we ran out of power during torrential rain. This is getting worse day by day, and some people are living so much worse experiences than mine. We have to act now. We need climate justice now. In Turkey, we had many wildfires and floods taking many lives. And due to drought and heavy rainfall, we see that food prices are going higher and that living conditions are getting worse. Still, we are one of the 5 countries that hasn't ratified the Paris Agreement. At this moment, Uruguay, the capital of Uruguay, Montevideo, for example, is suffering a lot of floods. This is because we had a really dry season, we have a lot of fires and everything, and now there's a lot of rain, so it gets traps and it creates the floods. En Afrique, plus précisément au Sahel, on n'a pas besoin d'être scientifique, on n'a pas besoin d'être spécialiste pour connaître les effets et les conséquences du changement climatique. Ici, je vais vous donner juste un exemple. Et dans les années 2000 jusqu'à 2005, quand nous étions gamins, comme partout en Afrique, on n'a pas de piscine, donc on a l'habitude d'aller se baigner dans les rivières, dans les lacs, dans les marigots, etc. À l'heure où je vous parle, en 2022, ces lacs, ces rivières sont devenus des terrains de foot. Donc, qu'est-ce qui a fait ça, si ce n'est pas le changement climatique? Voilà, on voulait vous montrer un peu tous ces témoignages. C'est parfois un peu long, ils parlent pas tous très bien anglais, mais en tout cas, l'objectif, c'était vraiment de se rendre compte que la crise climatique, elle est là, elle est présente aujourd'hui, et en particulier dans ces pays qu'on appelle les MAPA. Un dernier exemple d'actualité, par exemple, c'est la situation de Madagascar, le sud de Madagascar. Ça fait déjà 3 ans que Madagascar subit une sécheresse immense, et pour cause, ça fait 3 ans qu'il n'a pas plu dans cette région. 3 années complètes sans pluie, et pour donner une petite idée, 90% des habitants de la zone vivent de l'agriculture et de l'élevage, qui est devenu complètement impossible. L'ONU considère que c'est la première famine climatique qui prend place. En fait, on se rend compte que les gens n'ont absolument plus rien pour cultiver, n'ont plus rien à manger. Là, on peut voir une photo, par exemple, en bas des champs qui étaient censés être cultivables avant, qui ne le sont plus. Et puis, pour se nourrir, les enfants, les familles notamment, mangent par exemple des feuilles de cactus qu'ils arrivent à trouver encore, qui coupent et qui font bouillir, et puis de la peau de bœuf séchée. Ce sont les récupérations des chutes des cordonniers qui font bouillir pour ceux qui sont en ville, qui n'ont rien à manger. On peut voir, c'est la photo qui est au-dessus. Ils font bouillir ça pendant 3-4 heures pour essayer de ramollir un peu le tout, et puis c'est ce qu'ils mangent. Il n'y a absolument aucun nutriment dans ces aliments-là, et 80% des enfants souffriraient de dénutrition. Dans le sud de Madagascar, les hôpitaux sont absolument débordés. Il y a plus d'1 million de personnes qui survivent grâce à l'aide humanitaire. Mais cette aide humanitaire, elle a du mal à fournir des ressources. Et on va conclure en écoutant l'économiste Benjamin Coria, donc qui est économiste à l'université de la Sorbonne Paris-Nord, et qui va nous parler du coup de en quoi est-ce que les relations économiques entre pays du Nord et pays du Sud maintiennent les risques pour les MAPA et sont responsables de cette situation en grande partie.
À l'époque, depuis Copenhague 2019, on a essayé d'imaginer des mécanismes précisément pour faire que dans le Sud, on puisse contribuer, si je peux dire, à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, qui a été mis en place, c'est ce qu'on appelle le fonds vert. Alors le fonds vert, au départ, il devait être doté à partir de l'année 2020 de 100 milliards de dollars par an à destination des pays du Sud, et dans la période intermédiaire de 2010-2011 jusqu'à 2020 d'environ 30 milliards de dollars. Bon, alors ce fonds, il est sujet à des critiques là aussi extrêmement sérieuses pour plusieurs raisons. D'abord, ces sommes n'ont jamais été atteintes. On a que des morceaux, si je peux dire, tout à fait insuffisants. Donc le fonds est totalement sous-financé. Deuxièmement, les mécanismes d'allocation sont extrêmement nébuleux et on n'est pas du tout sûr que ce sont les projets les plus utiles qui sont financés. Troisièmement, ont été rendus éligibles dans la gestion des fonds parmi les plus grands pollueurs de la planète, notamment les banques, HSBC, le Crédit Agricole, la Deutsche Bank, qui sont les premiers financeurs de recherche d'hydrocarbures, encore aujourd'hui. Bon, donc si vous voulez, le fonds vert, il a du plomb dans l'aile, pour le dire comme c'est. Bon, malheureusement, pour le moment, c'est à peu près dont on dispose. Et donc juste pour terminer un peu, je vais écourter un peu pour qu'on puisse rester dans les temps, mais ce qui nous explique ensuite, c'est que on aurait absolument besoin d'utiliser des outils de coopération internationale qui soient réellement contraignants, qui donnent des obligations et des droits aux pays qui sont signataires des conventions, et surtout qu'il y ait une vérité, que du coup, à travers ces conventions, on puisse réussir à aider les pays qui en ont le plus besoin, à lutter réellement contre le changement climatique, et tout simplement faire en sorte que les conventions internationales comme la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU de 1948, elles ne soient pas uniquement laissées à la charge des États, mais elles soient réellement gérées au niveau international, ou en tout cas qu'il y a des dispositifs contraignants pour les États signataires. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On a une deuxième partie de cette conférence sur les MAPA qui aura lieu demain soir à la même heure sur le projet ICOP de Total, qui est du coup un zoom sur un projet en particulier, essayer de montrer en quoi ces projets finalement perpétuent une forme de colonialisme, une forme d'extractivisme qui a eu lieu depuis des dizaines, des centaines d'années sur le territoire africain. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.